Et si tout ce qu'on pensait savoir sur la préparation au sommeil, si tout ça était en fait à l'envers? Je pense à ce fameux verre de vin pour se détendre, ou cet ultime épisode de série pour déconnecter. Et si c'était précisément ça, le principal saboteur de notre nuit? On se bat tous un peu pour avoir une bonne nuit de repos, alors l'idée, c'est qu'à la fin de cette discussion, on aura une vision beaucoup plus claire des forces qui façonnent notre sommeil, et surtout, des leviers vraiment concrets pour l'améliorer. Tout à fait. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel important. On est là pour explorer des idées, pour éduquer. Les informations qu'on va partager ne remplacent en aucun cas un avis médical. Pour toute question de santé, le seul réflexe, c'est bien sûr d'en parler à son médecin. C'est noté. Bienvenue à tous. Alors, dans les prochaines minutes, on va vraiment décortiquer ensemble les architectes un peu invisibles de nos nuits. On va faire ça en 3 temps. D'accord. D'abord, on va regarder notre environnement immédiat. La lumière, le bruit, la température, même ce qu'on consomme avant de se coucher. Ensuite, on va s'intéresser à notre propre mécanique interne, notre physiologie. On verra qu'un truc aussi simple que la respiration peut tout changer. Et enfin, on abordera le plus complexe, notre esprit. Le stress, l'anxiété. Et cette fameuse peur de ne pas dormir qui, ironiquement, nous empêche de dormir. Commençons par le plus évident, du moins en apparence, notre environnement. On imagine notre chambre comme une sorte de sanctuaire, mais elle est souvent truffée de perturbateurs cachés. Oui, et c'est ça qui est intéressant. C'est là que ça devient intéressant parce que ces facteurs sont souvent les plus simples à modifier pour un résultat quasi immédiat. Le coupable numéro 1, on en parle souvent, c'est la lumière, n'est-ce pas? On la présente comme le grand chef d'orchestre de notre horloge biologique. C'est exactement ça. La lumière, c'est le signal le plus puissant qui dit à notre cerveau, c'est le jour ou c'est la nuit. Et le grand problème aujourd'hui, c'est la lumière bleue. Celle des écrans? Celle de nos téléphones, de nos tablettes. Quand on s'y expose le soir, on envoie un message très clair au cerveau. C'est comme lui dire « Attention, il fait plein jour, reste bien alerte C'est fou de penser à ça. On croit se vider la tête, mais en fait, biologiquement, on se crie à soi-même, c'est le matin. ». C'est un contresens total. En fait, cette lumière bleue, elle bloque la production de mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. C'est ça. Le cerveau ne reçoit tout simplement pas le signal qu'il est l'heure de passer en mode nuit. D'accord. Et la lumière n'est pas la seule coupable. Non, absolument pas. Le bruit est un autre ennemi, un ennemi silencieux, surtout en ville. Ce qui est subtil avec le bruit, c'est que même s'il ne nous réveille pas complètement, il provoque ce qu'on appelle des micro-réveils. Ah oui? Un klaxon au loin, une porte qui claque. On ne s'en souvient pas le matin, mais ces petites alertes fragmentent le sommeil. Et surtout, elles viennent grignoter le sommeil profond, qui est le plus réparateur. Donc on se lève fatigué sans vraiment comprendre pourquoi. Exactement. C'est une fatigue invisible causée par un bruit qu'on n'a même pas conscience d'entendre. Et il y a aussi la température. Là, j'avoue, j'ai longtemps cru qu'une chambre bien chaude, bien douillette, c'était l'idéal pour dormir. Apparemment, c'est tout l'inverse. C'est une erreur très très commune. Pour lancer le processus d'endormissement, le corps a besoin d'abaisser sa température centrale, D'accord. d'environ 1 degré. C'est un signal biologique fondamental. Si la chambre est surchauffée, disons au-dessus de 18-20 degrés, ça bloque ce processus. Le corps n'arrive pas à se refroidir. Voilà. Il lutte pour se refroidir au lieu de glisser tranquillement vers le sommeil. C'est pour la même raison qu'on déconseille le sport intense juste avant de dormir. Ça fait monter la température. Oui, au moment précis où elle devrait descendre. D'accord. Donc, un environnement frais, sombre et silencieux. C'est la base. Mais ça ne s'arrête pas là. Parlons de ce qu'on consomme. Il y a de vrais faux amis du sommeil. La caféine, évidemment, mais son mécanisme est assez fascinant. Oui, il faut imaginer que dans notre cerveau, on a une molécule qui s'accumule toute la journée, l'adénosine. Plus il y en a, plus la pression de sommeil augmente et plus on se sent fatigué. La caféine, en fait, c'est une sorte d'imposteur. Un imposteur. Sa structure ressemble à celle de l'adénosine. Alors elle vient se loger dans les mêmes récepteurs, mais sans déclencher la sensation de fatigue. Elle bloque la place, tout simplement. Ah, je comprends. Donc la caféine ne nous donne pas vraiment d'énergie. Non. Elle nous empêche juste de sentir qu'on n'en a plus. C'est une sorte d'anesthésiant de la fatigue, si je suis bien. C'est exactement l'idée. Et comme son effet dure des heures, le café de 15 heures peut encore bloquer les signaux à 23 heures. Tout à fait. Mais il y a un autre faux ami, peut-être encore plus vicieux, L'alcool. l'alcool. Ah, le fameux verre de vin pour se détendre. C'est le piège parfait. L'alcool a un effet sédatif, donc il aide à s'endormir, c'est vrai, on s'endort plus vite. Oui, ça on le sent bien. Sauf que, quelques heures plus tard, quand le corps commence à le métaboliser,
c'est la catastrophe. Le sommeil devient très léger, très fragmenté, on se réveille au milieu de la nuit. Et on se demande pourquoi. Et surtout, l'alcool supprime massivement le sommeil paradoxal, la phase des rêves. Qui est crucial. Oui, crucial pour l'équilibre émotionnel et la mémoire. C'est incroyable. Donc, le verre qui nous aide à nous endormir est le même qui nous vole notre repos profond quelques heures plus tard. C'est un prêt à très court terme avec un taux d'intérêt exorbitant pour l'énergie du lendemain. C'est une excellente image. On paye le prix fort dans la deuxième moitié de la nuit. Bon, on a bien compris comment aménager sa chambre pour en faire une grotte presque idéale. Mais que se passe-t-il si, malgré tout ça, c'est notre propre corps qui nous trahit ? J'ai l'impression qu'on oublie souvent que notre mécanique interne joue un rôle énorme, à commencer par une chose aussi simple que la respiration. C'est un point absolument crucial et très, très souvent négligé. Des processus qu'on croit automatiques, comme respirer, peuvent devenir de véritables obstacles. Et tout part d'une distinction fondamentale. Respirer par le nez ou respirer par la bouche. Attendez, respirer par le nez ou par la bouche, est-ce que ça fait vraiment une si grande différence ? J'ai toujours pensé que tant que l'air rentre, c'est l'essentiel. Ça me semble être un détail. C'est tout sauf un détail. La respiration nasale, c'est notre mode par défaut, celui pour lequel notre corps est conçu. Le nez, c'est un filtre incroyable. Il réchauffe, il humidifie, il purifie l'air. Il régule aussi le volume d'air qui entre. D'accord. La respiration par la bouche, c'est une solution de secours, hein. C'est une respiration d'urgence. Et la nuit, c'est une source de problème. Quel genre de problème ? D'abord, ça assèche la bouche et la gorge, ce qui peut provoquer des réveils juste pour boire un coup. Logique ? Ensuite, et c'est le plus important, ça favorise l'affaissement des tissus mous à l'arrière de la gorge. C'est la cause principale du ronflement. Ah ! Et dans les cas les plus sérieux, ça peut mener à l'apnée du sommeil. L'oxygénation est moins bonne, le sommeil est beaucoup plus instable. Donc, si je résume, quelqu'un qui a le nez bouché à cause d'allergie ou d'un rhume, il est presque forcé de respirer par la bouche. Et ça peut directement ruiner sa nuit. Exactement. Une obstruction nasale chronique est un facteur de risque majeur. Et l'apnée du sommeil, c'est quand ces obstructions deviennent complètes. La respiration s'arrête littéralement. Pendant quelques secondes, parfois des dizaines, voire des centaines de fois par nuit. Et à chaque fois, le cerveau doit paniquer un peu, non ? Il panique, oui. Il détecte la chute d'oxygène et il nous force à nous réveiller juste assez pour reprendre notre souffle. On ne s'en souvient pas le matin. Non, jamais. Mais le sommeil est complètement haché. Le résultat, c'est une fatigue immense le lendemain et des risques pour la santé cardiovasculaire sur le long terme. C'est un vrai enjeu de santé publique, en fait. Et au-delà de la respiration, il y a d'autres mouvements qui peuvent nous perturber. On peut penser au syndrome des jambes sans repos, par exemple. Ce besoin de bouger les jambes. Ce besoin irrépressible de bouger les jambes le soir qui rend l'endormissement infernal. Et bien sûr, il y a la douleur chronique. Quand le corps souffre, il ne peut tout simplement pas se mettre en mode repos. C'est un tableau assez complet des saboteurs physiques. On voit bien que le sommeil, ce n'est pas juste une question de volonté. Non, loin de là. Et même si notre respiration est parfaite et notre chambre un sanctuaire, il reste un dernier champ de bataille, celui qui se trouve entre nos deux oreilles. On peut tout faire bien et pourtant rester éveillé à cause d'une seule chose, nos propres pensées. C'est le grand paradoxe du sommeil. Plus on le cherche, plus on le chasse. C'est une bataille qui se joue entièrement dans la tête et c'est souvent là que réside la clé de l'insomnie chronique. Tout commence avec le stress et cette fameuse réaction de combat ou fuite. C'est un système de survie qui est extraordinaire. Face à un danger, le corps libère du cortisol, de l'adrénaline, le cœur s'accélère. On est prêt à agir. Oui, Le problème, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre un tigre qui nous poursuit ou une avalanche de soucis professionnels ou personnels. La réponse biologique est la même. et cet état d'hypervigilance est l'antithèse absolue du sommeil. Absolument. Le corps est en état d'alerte maximale alors qu'il devrait être en mode calme et détente. Ce petit vélo dans la tête, les pensées qui tournent en boucle sur la journée passée ou c'est l'avenir, c'est le carburant de cette machine à stress. Ce qui nous amène à un mécanisme psychologique redoutable. Le conditionnement négatif. C'est-à-dire, Si soir après soir, on vit dans son lit de la frustration, de l'anxiété, de la colère de ne pas dormir, le cerveau fait une association très simple. Il commence à associer le lit non plus au sommeil et au repos, mais à l'échec, à l'énervement, à l'éveil forcé. le lit devient le ring de boxe plutôt que le havre de paix. C'est une image parfaite. Ça crée ce qu'on appelle une anxiété de performance. On se met au lit en se disant « il faut que je dorme ».
Et cette pensée, à elle seule, suffit à déclencher la réponse de stress qui empêche le sommeil. C'est un cercle vicieux terrible. Oui, où la peur de ne pas dormir devient la cause principale de l'insomnie. Et ma première pensée, c'est « génial, ma journée est déjà fichée Oui, l'orthosomnie. ». Et cette anxiété me suit jusqu'au soir. C'est ça, l'orthosomnie. Cette obsession de la nuit parfaite, chiffrée, quantifiée. C'est exactement ça. J'ai vu des patients qui étaient plus angoissés par leur tracker de sommeil que par la cause initiale de leur insomnie. Cette quête de perfection nous éloigne de notre capacité naturelle à juste lâcher prise. D'accord. Le tableau est complexe. Environnement, physiologie, psychologie. Par où commencer pour dénouer tout ça sans se sentir complètement dépassé? C'est la bonne question. Surtout, ne pas vouloir tout changer d'un coup. On peut y aller pas à pas. Je propose une approche en 3 étapes concrètes. On écoute? La première, c'est la plus fondamentale. Respecter les rythmes de la lumière. Le matin, il faut s'exposer à la lumière du jour. Même 10 minutes. C'est le signal le plus puissant pour caler l'horloge interne. Et le soir, on fait l'inverse. On baisse les lumières, on active le mode nuit sur les écrans et idéalement, on les coupe au moins 1 heure avant de dormir. On crée son propre crépuscule. On ancre la journée avec la lumière du matin et on la clôture en douceur avec une lumière tamisée. C'est logique. Quelle serait la deuxième étape? La deuxième, c'est de calmer activement son système nerveux avec la respiration. Une fois au lit, au lieu de lutter contre les pensées, on se concentre sur son souffle. Juste le souffle. Juste le souffle. Une respiration lente, profonde et uniquement par le nez. Des techniques comme la cohérence cardiaque, où on inspire 5 secondes et on expire 5 secondes, sont incroyablement efficaces pour dire au corps « Ok, le danger est écarté, tu peux te détendre ». On passe du mode combat au mode repos. Voilà, du mode combat ou fuite au mode repos et digestion. On utilise son souffle comme une télécommande pour calmer le système. J'aime bien cette idée. Et la troisième étape, pour briser ce cercle vicieux de l'anxiété au lit, La troisième étape, c'est de redéfinir la relation avec le lit. C'est une règle d'or dans les thérapies de l'insomnie. Le lit n'a que 2 fonctions, dormir et l'intimité. C'est tout. d'accord. Si, au bout de 20 ou 30 minutes, le sommeil ne vient pas, il ne faut pas rester là à se battre. C'est contre-productif. On se lève, on va dans une autre pièce, on lit un livre sous une lumière faible, on fait quelque chose de calme, et on ne retourne au lit que lorsque la somnolence revient. C'est un peu contre-intuitif, on a l'impression d'abandonner la partie. Mais l'objectif, si je comprends bien, est de réapprendre au cerveau que lit égale sommeil, Précisément, et non lit égale frustration. on brise l'association négative. Et un dernier point, si ces étapes créent plus de stress au début, il faut se rappeler que l'objectif n'est pas la perfection. Il ne s'agit pas de réussir à dormir à tout prix. Non. Il s'agit simplement de créer les conditions les plus favorables possibles pour que le sommeil, de lui-même, puisse arriver. Le but, c'est le lâcher-prise. Cette distinction est cruciale. Bon, si on devait résumer notre discussion, on a vu que le sommeil n'est vraiment pas un interrupteur, mais un écosystème fragile. Pour conclure, quels seraient les 3 points clés à retenir? Le premier, je dirais, c'est que la chambre doit redevenir un sanctuaire pour le repos. Frais, sombre et silencieux. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Le deuxième, qui m'a vraiment marqué, c'est l'idée que la respiration nasale est une sorte de super pouvoir caché. Respirer calmement par le nez, c'est un outil simple, gratuit et incroyablement puissant pour apaiser notre système nerveux. Et le troisième, sans doute le plus important. Le sommeil ne se force pas, il s'invite. La première étape pour vaincre l'insomnie, c'est souvent d'arrêter de lui déclarer la guerre. Alors, un petit défi pour ceux qui nous écoutent. Cette semaine, choisissez une seule de ces idées, celle qui vous parle le plus. Que ce soit tamiser les lumières le soir, essayer 5 minutes de respiration nasale au lit, ou simplement sortir du lit si le sommeil ne vient pas. Et juste observer ce qui se passe, sans jugement, sans pression. En fin de compte, améliorer son sommeil, ce n'est pas appliquer des règles strictes. C'est réapprendre à écouter son corps et à respecter sa propre biologie. La question finale n'est peut-être pas comment puis-je m'endormir, mais plutôt qu'est-ce qui m'empêche